Que la caméra me voit bien. OK, désolé, j'ajustais quelques petits trucs. Donc bonjour à tous. Donc je vais vous présenter, comme Gabriel l'a dit, mes travaux, une partie de mes travaux de doctorat qui sont de vérifier des façons efficaces d'utiliser la saignée pour les puits à colonne permanente. Donc, pour commencer, on va réexpliquer ce qu'est un puits à colonne permanente. Donc, c'est un type d'échangeur de chaleur souterrain qui utilise l'eau souterraine comme fluide caloporteur, ce qui nous permet d'accéder à un transfert de chaleur par advection, donc par l'eau souterraine qui s'écoule dans les pores et surtout dans les fractures, les réseaux de fractures dans la roche. Et donc, un processus de transfert de chaleur additionnel par rapport aux puits en boucle fermée qui sont seulement en conduction, donc par contact le long des parois de forage. Et donc, ça nous permet de réduire les coûts de ces systèmes-là, les puits à colonne permanente, par rapport aux puits en boucle fermée de 2 à 5 fois. Mais ça, c'est aussi en grande partie dû à une opération qui s'appelle la saignée, où on vient, donc, comme mes collègues l'ont expliqué, retirer une partie de l'eau pompée et la sortir du système, ce qui crée donc des pressions dans le puits qui amènent des écoulements radiaux convergents, un écoulement radial convergent vers le PCP, et donc qui amène de l'eau fraîche. Donc, on a un apport advectif plus important. Mais bon, ce rejet d'eau-là crée un problème. On doit gérer cette eau souterraine-là. Et donc, il y a plusieurs façons de la gérer. Donc, premièrement, la plus facile et la moins coûteuse, c'est de disposer dans des réseaux d'égouts. Cependant, disposer dans des réseaux d'égouts, ce n'est pas permis partout. Donc, il y a d'autres solutions qui ont été envisagées. Donc, infiltrer dans des réservoirs d'infiltration, par exemple, ou la solution qui est la plus préconisée dans notre cas au Québec, c'est de réinjecter dans des puits d'injection. Cependant, ça élève le coût des projets, ça augmente le coût des projets. Et si par exemple, l'empreinte au sol de notre projet n'est pas suffisante, à long terme, ça peut créer de l'interférence thermique entre les puits à colonne permanente et le ou les puits d'injection. Donc, une autre façon d'opérer les puits, c'est la réinjection entre puits. Donc, la réinjection entre puits, lorsqu'on a plusieurs puits à colonne permanente, c'est en fait un puits qui sera en saignée ou plusieurs puits et la balance des puits, donc si on en a deux, le deuxième, recevra donc l'eau de saignée. Donc, ça a été étudié récemment dans la littérature par l'intermédiaire d'essais de réponse thermique. Donc, un essai de réponse thermique, c'est lorsqu'on vient injecter de la chaleur dans le sol pendant une période déterminée. Dans ce cas-ci, c'était des périodes de 6 heures, plusieurs périodes de 6 heures. C'est donc un essai contrôlé. On injecte de la chaleur, disons, à une impulsion constante. Puis, on peut analyser ça avec des métriques indirectes, par exemple, des conductivités thermiques ou des coefficients de performance. Il a été démontré qu'en climatisation et chauffage, donc la réinjection entre puits, dans ce cas-ci, était plus efficace que la recirculation continue qui consiste en fait à réinjecter l'ensemble de l'eau pompée dans les puits à colonne, donc sans saigner. Mais dans la littérature, donc, il manque encore beaucoup de questionnements. Est-ce que cette méthode de réinjection-là fonctionne bien pour des bâtiments en opération? Est-ce que ça fonctionne bien à long terme? Puis en comparaison directe avec la saignée, c'est quoi l'avantage ou pas d'utiliser la réinjection entre puits? Cependant, lorsqu'on utilise cette méthode de réinjection-là ou n'importe laquelle avec des bâtiments en opération, c'est des charges variables qui sont retournées au sol et donc l'évolution de la performance des PCP peut varier. Donc, on ne pourrait pas utiliser des méthodes indirectes pour analyser. Donc, ce qu'on propose de faire, c'est d'utiliser des fonctions de transfert. Donc, une fonction de transfert, c'est une réponse thermique à une impulsion unitaire et constante. Donc, pour chacune des méthodes de réinjection, on aurait une fonction de transfert propre qu'on pourrait comparer à cette même impulsion unitaire et constante. Donc, on a un outil pour comparer différentes méthodes de réinjection qui est un outil aussi temporel, donc qui évolue dans le temps. Et donc, cette étude que je vous présente va présenter un essai qui a été réalisé sur 35 jours et qui compare différentes méthodes de réinjection, donc qui sont présentées ici. Donc, la recirculation continue lorsqu'on toute l'eau qui est pompée est rejetée dans le même puits. Par la suite, il y a la saignée où il y a un taux de saignée qui est appliqué, puis l'eau donc cette taux de saignée-là est dirigé à l'extérieur du système. Puis par la suite, il y a la réinjection entre puits où la saignée donc est faite à un puits ou plusieurs puits
et la balance est donc rajoutée dans un autre puits à colonne permanente. Et donc, pour cet essai-là, on a fait appel au site de Mirabel qui vous a déjà été présenté. Donc, c'est un site où 5 puits à colonne permanente ont été construits à des profondeurs d'environ 135 mètres. Le modèle conceptuel hydrogéologique a été amplement étudié dans des études précédentes sur le puits à colonne permanente 1, donc SCW pour Standing Column Well. On va revoir cet acronyme-là souvent. Désolé, je ne vous l'avais pas présenté encore. Et donc, tout ce modèle conceptuel-là a été basé sur ce qu'on connaît au puits à colonne permanente 1. Et de plus, on a inféré des propriétés hydrauliques et thermiques à partir d'un essai de réponse thermique où on n'avait pas de stimulation hydraulique. Donc, c'est-à-dire, l'essai de réponse thermique était en recirculation continue. Donc, c'est important, je vais y revenir plus tard. Et donc, ça nous a permis pour chacune des propriétés qui correspondent soit aux unités hydrostratigraphiques ou aux unités géologiques, on a obtenu des distributions statistiques conjointes et qui nous permettent donc d'être utilisées pour parler d'incertitude dans ce cas-ci. Donc, le système peut être opéré à différents débits. On peut varier les débits de réinjection vers les puits à l'aide de valves, ce qui nous permet d'opérer plusieurs débits facilement sans avoir à modifier le système. Donc, on a pu faire la réinjection interpuits, entre puits sans modification quelconque au système à Mirabel. Donc, ici, l'essai a été composé de 4 différents modes de réinjection. Donc, les 3 que je vous ai présentés et 2 paliers de saignée. Et donc, ils ont été opérés en alternance ici. Donc, le premier est un palier de saignée à 15 %. Donc, pour un débit de pompage de 100 litres par minute à tous les puits. Mais ici, c'est les débits de réinjection. Donc, lorsqu'on fait une saignée de 15 % de 100 litres par minute, bien, on a un débit qui est retourné de 85 litres par minute. Puis, au puits d'injection, on a 15 litres par minute x 5, donc 75 litres par minute qui est retourné. Par la suite, les autres modes utilisés, donc ici, c'est la recirculation continue. Par la suite, la réinjection entre puits. Donc, on a un débit qui est retourné au puits 1 et 2. Dans ce cas-ci, c'est la méthode qu'on a décidé de tester. Et la saignée a donc été faite aux autres puits, les puits 3 à 5. Par la suite, il y a eu une longue période de saignée à 7,5 %, suivie des 2 premiers modes qui ont été répétés sur des périodes de 7 jours. Comme je l'ai mentionné, cet essai-là a duré 35 jours. Il a été pratiquement réalisé en refroidissement gratuit tout le long de l'essai. Et les capacités, donc au PCP, on parle de 103 watts par mètre en moyenne, mais un maximum de 222 watts par mètre qui a été observé. Donc, importante mention aussi, comme une de mes collègues l'a mentionné, pour toutes les charges au sol qu'on a retournées, on a des variations de 2 à 4 degrés dans le sol dans une journée, ce qui est relativement peu, donc qui démontre de l'efficacité des puits au cycle de Mirabel, considérant le contexte hydrostratigraphique très favorable à ce site-là. Donc, la déconvolution pour obtenir les fonctions de transfert, c'est en fait, on résout ce problème-là par optimisation avec une fonction multi-objective pour trouver donc, les fonctions de transfert qui représentent chacun des modes d'opération. Dans ce cas-ci, on le fait à l'aide donc, la fonction qui va être optimisée, le modèle inverse, c'est une convolution non stationnaire, donc une convolution dans laquelle on va considérer, en fait, c'est une superposition temporelle ou une sommation de superposition temporelle, donc dans laquelle à chaque fonction d'incrément ou fonction incrémentale de charge représente seulement les charges au moment de son activation. Donc, dans une matrice qui contiendrait un vecteur par mode opéré, on aurait donc une série de zéros jusqu'à l'activation de cet état-là. C'est ce qu'on voit ici pour les couleurs, par exemple, pour la fonction de réinjection entre puits, elle est activée après 2 jours. Donc, on voit qu'elle commence les charges sont considérées dans ce vecteur-là. Et lorsqu'elle est désactivée, ça devient le tour d'un autre mode. Et donc, cette méthode-là va nous permettre d'obtenir les fonctions expérimentales, les fonctions de transfert expérimentales pour chacun des modes de réinjection. Puis, pour approfondir nos connaissances, donc pour valider que ce qu'on connaît au site est bon, donc on a utilisé un modèle numérique 3D et on va pouvoir comparer les fonctions de transfert numérique qu'on va reproduire.
et mieux analyser donc, ces fonctions de transfert-là. Donc, on a reproduit un modèle numérique en thermique et en hydraulique dans lequel donc, on réutilise les propriétés qui ont été inférées au site. Donc, ici, vous voyez les distributions statistiques pour la conductivité hydraulique, la conductivité thermique, puis les capacités thermiques. Donc, on va faire une expérience de Monte-Carlo dans laquelle on va échantillonner aléatoirement ou quasi aléatoirement chacune des distributions conjointes, ce qui, par la suite, va nous permettre d'avoir si on veut, une incertitude sur nos fonctions de transfert. Mais tout d'abord, bon, je vous présente les fonctions de transfert expérimentales qui ont été estimées par déconvolution. Et donc, en bleu, c'est la fonction de réinjection entropie pour le mode qu'on a testé. Et donc, on voit une diminution de la fonction de transfert de la réinjection entropie d'environ 10 qui est atteinte après moins d'une journée par rapport à la recirculation continue en orange, qui serait en fait le mode d'opération de base. Donc, ce gain-là démontre qu'en fait, la réinjection entropie peut donc abaisser la fonction de transfert ou la réponse thermique et donc dissiper plus de chaleur dans le sol. Donc, ça démontre que c'est une solution viable pour augmenter l'efficacité des puits à colonne permanente et peut-être s'affranchir de rejets d'eau à l'extérieur du puits. Évidemment, vous me direz que les taux de saignée qui sont présentés ici sont plus efficaces. Mais bon, il y a d'autres façons d'opérer la réinjection entropie qui nous auraient permis d'aller chercher une meilleure efficacité. Ça fera partie de travaux futurs. Donc, si on veut évaluer la précision de notre déconvolution, on peut reconvoluer les températures avec les fonctions de transfert. Et ce qu'on voit ici, c'est que l'erreur quadratique moyenne, donc sur l'ensemble du test, est de 0,06 degrés Celsius, qui est très faible considérant que la précision des capteurs est de 0,2 degrés Celsius. Et ici, vous voyez, donc, le plus grand des erreurs est au début du test, mais ça, c'est en fait une décision qui a été prise dans l'analyse ou de la déconvolution d'exclure ces données-là de l'essai, puisque la température initiale à l'essai était pas exactement la température non perturbée qui a été observée au site. Donc, c'était pour tenir compte de la perturbation thermique passée, puis l'exclure de l'interprétation. Il y a eu plusieurs essais qui donnaient tout le temps à peu près les mêmes fonctions de transfert. Donc, on est confiant que cette hypothèse-là n'a pas trop d'impact sur la déconvolution. Donc, voici les fonctions de transfert numérique obtenues. Donc, en tireté, c'est les fonctions de transfert expérimentales que je viens de vous présenter. Et le spectre ici, ou la zone ombragée, c'est le résultat de 385 simulations de 4 fonctions de transfert, là, ce qui résulte en plusieurs jours de calcul sur un ordinateur. Et donc, la solution ici en ligne pleine, ce serait la solution pour les propriétés optimales, donc qui permet de réduire d'avoir l'erreur quadratique moyenne relative la plus basse, donc pour chacune des fonctions de transfert. On peut voir que la recirculation continue en orange et la réinjection interpuits sont reproduites avec assez de précision, tandis que lorsque on regarde les taux de saignée donc, qui ont été observés, on a une diminution de la précision, mais on reste tout de même à l'intérieur du domaine d'incertitude. Mais plus l'advection augmente, plus on s'éloigne de la solution optimale. Puis en fait, il faut se rappeler que ces propriétés-là ont été identifiées avec un essai de réponse thermique qui excluait, donc il n'y avait pas de stimulation hydraulique, ce qui indique que ce serait mieux, lorsqu'on fait des essais de réponse thermique, de aussi faire des paliers de saignée pour mieux identifier nos propriétés thermiques dans des cas où l'advection est plus importante. Aussi se rappeler que le modèle que je vous ai présenté est assez simple. Il copiait la géométrie du PCP1 aux autres puits, tandis qu'il y a des légères différences en réalité. Légères. Donc, encore une fois, la précision de nos simulations numériques, si on reconvolue les températures, bien à ce moment-là, on obtient les erreurs qui sont ici. Puis la solution optimale a donc une erreur quadratique moyenne de 0,18, ce qui est encore sous l'erreur de capteur des sondes qui est de 0,2 degrés. Puis l'erreur, disons, le scénario qui a la moins bonne précision a une erreur de 0,32 degrés, ce qui est encore une fois très faible, qui est moins que 2 fois l'erreur des sondes. Donc, voilà. Donc, je rappelle, l'objectif, c'était de faire un essai long terme pour la réinjection entre puits pour la comparer avec les autres modes de réinjection et valider que ça pourrait être une solution pour s'affranchir de
des puits d'injection, donc diminuer les coûts de projet. Donc, il y a plusieurs contributions. C'était un premier essai long terme pour les réinjections interpuits. Une première démonstration de la multidéconvolution avec des systèmes en opération de ground source heat pump. Et une première comparaison directe entre la réinjection entre puits et la saignée. Puis dans les travaux futurs, on prévoit valider d'autres façons de faire la réinjection entre puits, augmenter ou diminuer l'apport de la saignée dans le cas de la réinjection entre puits. Puis peut-être aussi tester dans différents contextes hydrostratigraphiques qui seraient moins favorables. Ce serait d'autres avenues à analyser. Voilà, donc merci à tous pour votre